Désiré Cachemire Ebéran Kolongele a été chargé par le président de la République d'entamer les consultations avec la classe politique, la société civile et d'autres forces vives du pays en vue d'un large consensus autour de la formation du gouvernement d'union nationale, bien avant que le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité soit notifié. Plusieurs opposants, voulais-je dire, ont déjà rejeté cette main tendue du président de la République. À l'exception d'Adolphe Muzito, est-ce une réponse efficace pour une cohésion nationale face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo? Suivez. Face à la crise sécuritaire grandissante dans l'est de la RDC, marquée par l'avancée du M23 soutenu par l'armée rwandaise, le président Félix Tshisekedi a annoncé une restructuration de la direction de l'Union sacrée et envisager la formation d'un gouvernement d'union nationale. L'objectif, mobiliser toutes les forces politiques et sociales pour faire face à cette insécurité qui devient de plus en plus chronique et grandissante. Parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Cependant, cette initiative, bien que perçue par certains comme un moyen de stabiliser la situation politique, est fortement rejetée par l'opposition, qui y voit une manœuvre de diversion plutôt qu'une solution au véritable problème du pays. Lors de son discours devant les députés nationaux, sénateurs, chefs de partis politiques et regroupements de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi a donné les grandes lignes de sa riposte politique. Il a insisté sur la nécessité d'unité et de mobilisation face à l'ennemi, invoquant ainsi également le changement profond à la fois politique et militaire. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi. Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu. Dans le même temps, les pressions régionales et internationales en faveur du dialogue se multiplient, ce qui pousse Kinshasa à envisager un élargissement de l'exécutif. La France appelle l'ensemble des groupes armés, dont le M23, à déposer les armes et à reprendre le dialogue. Le Conseil de sécurité doit apporter une réponse à la hauteur de la situation pour mettre fin aux hostilités, réaffirmer un soutien ferme à l'intégrité territoriale et la souveraineté congolaise, appuyer les efforts de la MONUSCO et créer les conditions favorables au dialogue. Une telle décision pourrait redéfinir la stratégie du pays face à la guerre, mais elle divise profondément la classe politique congolaise. De Martin Fayulu à Moïse Katumbi en passant par Délice Sanga, l'opposition rejette catégoriquement cette proposition. Ces leaders estiment qu'un gouvernement d'union nationale ne ferait que perpétuer le partage du pouvoir sans effet réel sur la souffrance des Congolais. Pour eux, la priorité est d'engager un dialogue national sincère afin d'identifier et de corriger les défaillances structurelles de la gouvernance actuelle. J'invite Félix Tshisekedi à mesurer l'ampleur du désastre qui accable notre pays et à soutenir sans réserve l'initiative des évêques de la Senko et des pasteurs des l'ECC. J'encourage enfin l'ensemble des responsables religieux à s'unir derrière ces processus salvateurs pour notre nation. Cependant, certains analystes politiques estiment qu'un gouvernement d'union pourrait au contraire baisser la tension politique et permettre de réformes consensuelles. Il est vrai qu'il y a des divisions au sein de cette opposition, mais à mon humble avis, ça pourrait baisser la tension si le vrai Congolais, les patriotes qui sont dans l'opposition participaient. Ils ne viennent pas servir le chef de l'État, mais ils viennent servir la République démocratique du Congo qui est agressée. À l'heure actuelle, nous devions oublier nos divisions. Nous devons oublier nos querelles parce que la RDC est en guerre, la RDC est agressée. Il faut voir l'unanimité au niveau de l'Union européenne. Ils ont voté des lois. Il faut voir l'unanimité au niveau du Conseil de sécurité. Ils ont voté. Et comment ne pas comprendre en RDC que cette unanimité, cette unité de l'opposition, cette unité de la classe politique devait faire défaut. Donc à l'heure actuelle, il est grand temps que nous puissions baisser nos tensions, nous puissions nous réunir autour des valeurs pour construire, pour s'attaquer à cette guerre dans la partie du pays. Mais la question demeure, un tel gouvernement aurait-il une réelle efficacité ou elle ne serait qu'une répétition des erreurs du passé? L'idée d'un gouvernement élargi en période de crise n'est pas une nouvelle en RDC. Depuis l'indépendance,
Plusieurs gouvernements d'union nationale ont été formés, souvent dans des contextes de crise aiguë. Il est question que le gouvernement soit un gouvernement de combat et de missions. Quelles sont les missions spécifiques à donner au ministre de la Défense? Quelles sont les missions spécifiques à donner au ministre de l'Intérieur? Il faut juger ce gouvernement d'union nationale par rapport aux missions. Non par rapport à autre chose. Et j'aimerais souligner un élément. Les chefs de l'État ne doivent pas seulement tendre la main aux politiciens. Il y a aussi le membre de la société civile. Nous sommes de la société civile. Les chefs de l'État peuvent tendre aux membres de la société civile pour arriver à donner un bon résultat. Parce qu'on ne doit pas compter dans un pays uniquement aux politiciens. Et les politiciens ont montré aussi leurs limites. Parce que la crise à l'heure actuelle, ce sont les politiciens qui ont créé. Donc, aujourd'hui, il faut élargir les champs et accorder aussi une part belle aux membres de la société civile pour venir donner le meilleur d'eux-mêmes. Dans les années 1990, alors que le régime de Mobutu Sese Seko était en perte de vitesse, face aux pressions internes et externes, plusieurs tentatives de gouvernement d'union nationale ont été faites. L'un de plus marquants a été dirigé par Étienne Tshisekedi. Pourtant, ces assaillants politiques n'ont pas empêché l'effondrement du régime en 1997, avec l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Le président de l'AFDEL, M. Laurent Désiré Kabila, assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État de la République démocratique du Congo. Lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir en 1997, il a constitué un gouvernement marqué par la présence de diverses forces rebelles et politiques. Mais la guerre contre le Rwanda et l'Ouganda a rapidement renforcé la méfiance entre les acteurs et empêché toute réelle cohésion. Son assassinat en 2001 a précipité l'arrivée au pouvoir de son fils Joseph Kabila. En 2012, après la prise de Goma par le M23, Joseph Kabila avait convoqué les concertations nationales, un forum politique qui avait recommandé la formation d'un gouvernement élargi aux forces de l'opposition. Malgré ses efforts, le gouvernement issu de ces concertations n'a réussi à attaquer les causes réelles à la crise, notamment la persistance de l'ingérence étrangère et la faiblesse de réformes sécuritaires. Aujourd'hui, la question se pose, Félix Tshisekedi tombera-t-il dans le même piège? Depuis son départ du pouvoir en 2019, Joseph Kabila reste discret. Ses proches continuent de jouer un rôle politique en RDC. Face à l'agression du M23, plusieurs figures de son camp critiquent la gestion actuelle de la crise et appellent à une approche plus ferme. Kabila lui-même, connu pour son pragmatisme en matière de sécurité, privilégiait souvent des solutions militaires combinées à la diplomatie discrète. Cependant, contrairement à l'époque où Kabila bénéficiait d'un soutien militaire plus structuré, Tshisekedi doit composer avec une armée affaiblie et une pression diplomatique accrue. Alors que la guerre s'intensifie et que la pression diplomatique s'accroît, la question d'un gouvernement élargi reste en suspens. Si Tshisekedi franchit ce pas, avec qui gouvernera-t-il? Si la majorité de l'opposition refuse de rejoindre, ce gouvernement aurait-il un réel impact sur la guerre ou ne serait-il qu'une manœuvre politique? L'histoire va-t-elle se répéter une fois de plus, comme sous Mobutu et Joseph Kabila? Le chef de l'État doit compter sur des Congolais qui sont contre cette agression, les Congolais qui veulent le développement. On ne peut pas forcer des gens à entrer dans un gouvernement d'union nationale. Et il faut compter sur des nationalistes, des gens qui ont cette volonté à soutenir et à combattre l'ennemi. Donc, aujourd'hui, moi, j'en appelle au chef de l'État de bien regarder, de scruter dans la classe politique et dans la société civile des Congolais qui sont là, des patriotes, pour mettre fin à cette guerre. Le président congolais est à un tournant décisif. Sa capacité à trouver un équilibre entre unité nationale et efficacité gouvernementale pourrait déterminer l'issue de cette crise. Mais une chose est sûre, le peuple congolais attend des actions concrètes et non de simples réaménagements politiques.